Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ce soir au Maïf Social Club. Je suis Chloé Tournier, je suis la responsable de la programmation de ce lieu-là, donc je vais vous en dire juste deux mots, ça va être très rapide. La première chose, c'est que nous avons en ce moment une exposition qui s'intitule Tentative de bonheur. Si vous ne l'avez pas vue en patientant avant la conférence, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil après. Elle est particulièrement jolie et j'en suis particulièrement fière. Vous dire aussi que le bar sera ouvert ensuite pour ceux et celles qui souhaitent continuer autour d'un verre ou grignoter quelque chose avec nous. Vous dire enfin que pour celles et ceux qui étaient aussi inscrits et inscrites sur la conférence d'Alexandre Jolien dans 15 jours, malheureusement pour des raisons de santé, Alexandre Jolien ne pourra pas être là. Et en conséquent, la conférence est annulée. Vous allez recevoir un mail, mais je préfère quand même, comme je sais qu'il y a certains réguliers ici parmi le public, vous informer que par contre, la conférence de Laurent Gounel est toujours ouverte ensuite le 4 juillet. Voilà, je laisse la parole à Guillaume Martin, le directeur du CESUM, avec qui nous avons monté cette belle conférence et qui vous présentera ensuite André Comte-Sponville, dont je remercie très chaleureusement pour sa présence ce soir parmi nous. Merci à vous. À tout à l'heure. Bonsoir, Guillaume Martin, donc directeur du CESUM, une école qui forme des psychopraticiens. Voilà, donc je remercie Chloé et puis le Maïf Social Club de nous accueillir et d'accueillir Monsieur André Comte-Sponville, philosophe et écrivain, qui va vous parler dans sa conférence du bonheur, de la motivation et du sens du travail. Donc environ 1 heure, et ensuite il y aura un temps de questions avec Monsieur Comte-Sponville, et je vous demanderai d'attendre que François vous donne le micro, puisque comme il y a une captation, voilà, pour qu'on puisse entendre les questions et que Monsieur Comte-Sponville puisse vous répondre. Je vous souhaite une bonne conférence, et merci encore. Bien, merci à vous. Bonjour à tous. Oui, donc on va parler du bonheur, dans la mesure où il est possible, mais dans un cadre particulier qui est celui du travail. Le titre que j'ai proposé, c'est Sens du travail, bonheur et motivation. Souvent, je mets comme tout titre philosophie du management, parce que je m'adresse souvent à des managers. Est-ce qu'il y a des managers dans la salle? Levez la main. Ah oui, quand même, il y en a pas mal. Je commencerai par avoir une pensée pour eux. C'est intéressant pour d'autres aussi. Dans le monde du travail, soit on est manager, soit on est managé. Assez souvent, d'ailleurs, on est les deux. Mais j'aurais une pensée particulière pour les managers pour leur dire que vous faites un métier vraiment difficile. Alors j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles. Mais le métier des managers est particulièrement difficile parce que leur travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. C'est ça que les managers ont toujours du mal à comprendre, entre autres parce que souvent les managers ne l'auront jamais dit très clairement. Alors j'entends bien évidemment que tous ici, pour les salariés que vous êtes, qui devez être la majorité, je parlerai peu d'enseignement parce qu'on m'a dit que les enseignants étaient très minoritaires dans la salle, dans le public. Donc je parle du travail en général, mais ça vaut aussi bien sûr pour ce métier d'enseignant que j'ai pratiqué pendant 24 ans. Mais donc je disais, oui, bien sûr, tous ici, vous préférez travailler dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel collège ou lycée, plutôt qu'être chômeur, bien sûr. Mais tous ici, ou presque tous, vous préféreriez être rentier plutôt qu'avoir besoin de travailler dans telle ou telle entreprise ou établissement pour gagner votre vie. D'ailleurs, posons-nous la question de savoir quel pourcentage parmi les gens qui sont ici continueraient à travailler s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a quelques années un pizzaiolo de Chambéry. Eh bien, la réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%, mettons 3% pour les 3 mains qui se sont levées, mais sous réserve d'examen. Mais la réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%, dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité des salariés, travailler dans telle ou telle entreprise, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, pour les managers, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire.
Bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, je leur dis toujours aux managers, au fond, gardiens d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que de faire travailler les autres, mais d'évidence, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois Aubry, à l'heure de la RTT, comme on dit. Et au moment où les jeunes, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de leur dire, dure saison pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, pas de peau, les autres travailler, ils ne préféreraient pas. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, fort légitimement, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Manque de peau, ce que vous leur proposez, vous les managers, ce n'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait mal donne dès le départ. Alors, pour les 2 ou 3 qui ont levé la main, qui continueraient à travailler, même s'ils avaient gagné au loto, j'imagine qu'ils font un boulot formidablement passionnant, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, j'avais dit ça lors d'une conférence, et mon ami Svetan Todorov, qui était là, me dit « Mais tu dis que les gens travaillent pour gagner leur vie, mais toi, si tu gagnais 60 millions d'euros au loto européen, tu continuerais à écrire. » Je lui dis « Oui, mais j'ai arrêté d'enseigner dès que j'ai pu me passer de salaire. Parce qu'écrire, c'était ma vocation, enseigner, c'était mon boulot. Je le faisais bien, je le faisais avec plaisir, j'aimais mieux être prof que tout autre métier, mais c'était un métier. » Autrement dit, il y a travail et travail. Et c'est ce que disait l'économiste Galbraith dans un de ses livres qui s'appelle « Les mensonges de l'économie ». Galbraith dit « On utilise le même mot de travail, work en l'occurrence, pour désigner une activité tellement fatigante, tellement fastidieuse, qu'on ne l'a fait que parce qu'on est obligé pour gagner sa vie. Et on utilise le même mot de travail pour désigner une activité tellement passionnante, tellement gratifiante, tellement agréable, qu'on la ferait même sans être payé pour cela. » Et Galbraith concluait en disant « Utiliser le même mot pour désigner 2 activités tellement différentes, c'est déjà un signe évident d'escroquerie. » Je lui laisse ce dernier mot, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a travail et travail. Il y a le travail qui est un plaisir, une vocation, pour moi c'est écrire, et puis il y a le travail qui est un boulot, qui consiste à assumer une contrainte pour gagner sa vie. Pour moi, c'était enseigner. Eh bien, le boulot dont je parlais, c'est celui qui est une contrainte. Parce que ceux qui font un boulot qu'ils aiment tellement, sincèrement, le bonheur au travail, ça devient facile. Mais la question, c'est bien plus difficile pour ceux qui préféreraient ne pas travailler. Et pas du tout parce qu'ils voudraient passer leur vie devant la télé à boire de la bière. Je ne fais pas l'éloge de l'inactivité. Mais parce que beaucoup des salariés qui sont ici auraient en vérité une vie plus active s'ils n'avaient pas à bosser 35 ou un peu plus d'heures par semaine. Parce qu'ils pourraient faire plus de sport, plus de politique, se cultiver, faire de la création, que sais-je. Alors, je n'ai pas le temps d'analyser, pour ce qui est du sens du travail, je n'ai pas le temps d'analyser en détail cette notion de sens qui pose toutes sortes de problèmes philosophiques. Mais une bonne façon de la poser en allant au plus court et de la façon la plus concrète, c'est de se poser la question suivante: qu'est-ce qui fait courir les travailleurs? Autrement dit, les travailleurs sont une grosse majorité dans la salle, y compris les managers qui travaillent aussi. Qu'est-ce qui vous fait courir? Après quoi courez-vous? Alors, est-ce que vous courez après le travail? Ben non, je l'ai dit en commençant, pour la plupart d'entre nous, travailler, on ne préférerait pas. Et d'ailleurs, vous avez bien raison. Parce que le travail, d'évidence, ce n'est pas une fin en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Alors, si vous ne courez pas après le travail, est-ce que nous courons, parce que là, en ce moment, je suis en train de bosser, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Si on ne court pas après le travail, est-ce que nous courons après la morale, après la vertu, après cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles depuis des années?
Évidemment, non. Et à nouveau, nous avons raison, pour une raison très simple mais très forte, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. Ça n'a jamais été une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles, travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime. C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale, le travail, évidemment, n'en est pas une. Pourquoi? Parce que c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on le paye. Il y a un marché du travail. Eh bien, tout ce qui est à vendre ne peut pas être une valeur morale. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Il n'est pas un devoir. On a le droit d'être rentier, chômeur, retraité, malade, que sais-je. Le travail n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Alors, donc si vous ne courez pas après le travail, vous avez raison, vous ne courez pas après la prétendue valeur morale du travail, vous avez raison. Est-ce que nous courons après l'argent? Bah oui, bien sûr, pour une part. Moi, je ne suis pas venu bénévolement et je ne suis pas certain que je serais venu si on ne m'avait pas payé, sincèrement. Tout travail mérite salaire ou rémunération. Alors, je fais beaucoup de conférences bénévoles, enfin pour la Maïf, à qui je donne de l'argent depuis 40 ans, 50 ans, ça me serait resté un peu là quand même. Donc oui, bien sûr, on travaille pour l'argent. C'est d'abord ça pour la plupart des salariés, sauf les 2-3 amoureux de leur travail, mais c'est ça d'abord qui nous fait nous lever le matin. Il faut bien gagner sa croûte. Sauf que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise lors d'un séminaire, il me disait, oui, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Mais le salaire, me disait-il, c'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché d'entreprise, il y a un marché du travail. Aucun chef d'entreprise ne peut payer longtemps ses collaborateurs 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce chef d'entreprise, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime bien cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Après quoi courent les travailleurs? Après quoi courons-nous? Pas du tout après le travail, pas du tout après la prétendue valeur morale du travail, pas seulement après l'argent. Nous courons après le bonheur, comme tout le monde. C'est ce que le romancier Stendhal appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, bien sûr, y compris les matins des jours ouvrables, mais reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents. Il y a ce que j'appelle la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action, et ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même il poursuivrait les mêmes motifs. Bref, si vous regardez dans le dictionnaire à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous allez voir dans le dictionnaire à l'article motif. Et là, vous verrez qu'on vous explique qu'un motif, c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation.
Et tant que les managers n'auront pas compris ça, ils auront des soucis à se faire. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, si vous voulez. Imaginez que tel de vos enfants, un gamin de 14-15 ans qui est au collège ou au lycée, on va dire au lycée, 16 ans, 17 ans, il ne fout rien en mathématiques. Vous lui dites, tu dois travailler tes maths. Le gamin vous répond, d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes maths, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aurait pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Voilà. Pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, le gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez devoir baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran et vous lui dites, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur ou une nouvelle tablette. Oui, d'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire une nouvelle tablette. Vous appuyez sur la tablette qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous faire comprendre avec cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Le désir. Bref, si je devais un jour diriger une école de management ou de formation pour enseignants, dans le domaine dans lequel j'ai bossé pendant quelques années, je ferais inscrire dans le hall d'entrée de mon école de management ou de pédagogie, sur le mur de gauche, en lettres d'or, une formule d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, en Grèce. Aristote écrivait simplement ceci, « Le désir est l'unique force motrice. » Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, oui, c'est vrai, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut, et bien ce qui fait avancer, ce qui fait courir. Eh bien, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Non pas, bien sûr, que l'intelligence ne serve à rien. L'intelligence sera très utile, souvent indispensable, pour choisir le chemin qui mène au but. Oui, bien sûr. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Et dans le mur de droite du hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza qui dit en substance la même chose. Dans l'éthique, Spinoza, 17e siècle après Jésus-Christ, bien sûr, en Hollande, Spinoza écrit « Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. » Autrement dit, nous sommes des êtres de désir.
Eh bien ça nous dit, entre nous soit dit, quelque chose d'important sur le métier de ceux parmi vous qui peut-être sont dirigeants d'entreprise. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Eh bien, des deux côtés, un dirigeant d'entreprise, côté client, marketing, côté salarié, management, il est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Vous me direz, ça ne se voit pas toujours. Je vous l'accorde, mais c'est qu'ils ne l'ont pas compris précisément. La plupart de nos managers en France, pour des raisons historiques, sont d'anciens ingénieurs. Et là, je ne parle pas des chefs d'entreprise, je parle des managers salariés. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs, on les bombarde managers, comme c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, il travaille sur des objets concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets, ce n'est pas du tout la même chose. Et tant que les managers n'ont pas compris qu'un être humain, c'est un être de désir et pas un être uniquement d'intelligence, ils seront forcément à côté de la plaque. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, et donc ça veut dire que pour les managers notamment, mais en vérité pour nous tous, puisque nous sommes des êtres humains, ça veut dire que pour nous tous, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, c'est que j'imagine que vous avez fait d'excellentes études pour plusieurs d'entre vous, et pourtant je soupçonne qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Bref, vous avez fait d'excellentes études qui sont malencontreusement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste 40 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. Alors 40 minutes, c'est quand même très bref, hein, donc je vais aller vite, je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il faudrait des semaines, je n'en retenir que deux. Les deux plus importantes, à mon sens, les deux plus éclairantes, qui sont d'une part la théorie de Platon, par laquelle je vais commencer, et d'autre part la théorie de Spinoza, par laquelle je vais poursuivre. Alors attention, les deux sont vrais, bien sûr. Hein, j'ai peu de temps, je n'ai pas commencé à faire un cours sur les théories que je crois fausses. Les deux sont vrais, et en même temps, vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et le métier des managers en particulier sont tellement compliqués. Alors je commence par la théorie de Platon. Alors Platon, le maître d'Aristote, hein, donc on est en Grèce, bien sûr, 4e siècle avant Jésus-Christ, là encore, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a été l'élève de Platon. Alors à la question « Qu'est-ce que le désir ?» Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet, c'est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, « Qu'est-ce que l'amour ?» Platon répond par une double équation. Platon répond « L'amour est désir ». Voilà, première équation, l'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés s'il y en a dans la salle.
Spinoza va venir sauver votre couple pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin, si c'est encore possible. Je ne peux pas non plus faire des miracles, moi. Mais bon, si c'est encore possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce qui me manque, et donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Platon répond, mais au fond, on pourrait tous répondre à peu près la même chose. Platon répond, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Alors, pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas à moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, mon idée, en gros, évidemment, c'est qu'on a une grosse majorité dans cette salle à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. Tantôt heureux, tantôt pas heureux, peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il faut d'abord comprendre la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Alors, je commence par un exemple qui me concerne personnellement. Donc, je suis philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. Le concours de recrutement le plus prestigieux, etc. Bref, j'ai passé 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Ou les jours d'optimisme, qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo. J'étais reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un con ». Et vous auriez évidemment raison. Mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur l'agrég de philo, mais sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur puisque j'ai l'agrégation, laquelle en conséquence ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est plus embêtant, plus grave, notamment pour les managers dans la salle, parce que c'est l'exemple du travail. À nouveau, je m'adresse aux quelques managers ici présents. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Enfin,
pour ceux d'entre vous qui étaient en position d'embaucher il y a 6 mois. Pour les autres, désolé, c'est une expérience de pensée. Oui, souvenez-vous du salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage, 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Maintenant, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre, et qui en dit long sur le monde du travail, notamment du salariat. Ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur des salariés puisqu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, nos malheureux managers se disent vivement Spinoza parce qu'on est mal. Pas de panique, Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux quand même. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre éventuel métier de manager, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'ici aussi il y a bien quelque chose à sauver, qu'ici aussi il y a bien un problème quelque part. S'il y en a parmi les managers qui n'avaient jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé. Enfin, un troisième exemple, alors qui sera lui tout seul l'objet d'une conférence que j'ai faite bien souvent, mais là j'en parlais rapidement comme exemple, mais il faut en parler parce que c'est plus important. Troisième exemple, l'amour, au sens ordinaire du terme, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça signifie en langage platonicien? Eh bien, en langage platonicien, tomber amoureux, ça signifie que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de 2 choses l'une. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi, vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous mariez, vous faites 1 ou 2 enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus.
Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, hein, comme 6 mois plus tôt ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court-vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Là, ça amuse moins. Hein. Je sens bien que... Pardon pour ceux qui sont venus en couple, hein, et qui peut-être se sont jamais dit la chose comme ça, mais enfin, moi, je ne suis pas là pour rajouter du mensonge au mensonge. Hein. Et puis, ce n'est pas si grave que ça. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Voilà. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot. Au sens qu'avait le mot amoureux, 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous disiez à votre meilleur copain ou copine, je suis tombé amoureux. Eh bien, ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Oui, alors évidemment, ça fait assez mal. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est l'un des maîtres à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, qu'est Michel Houellebecq. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Ça veut dire que Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, donc là je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours voulu à sa façon disciple de Platon. Il s'est toujours inscrit dans la longue lignée des penseurs platoniciens. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens de montrer là en 15-20 minutes, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc, je ne désire plus, puisque le désir est manque. Donc, je n'aime plus, puisque l'amour est désir. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Oui, mais ce n'est pas le bonheur. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Je vois que ça parle à certains ou à certaines. Alors qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, explique Schopenhauer, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Ça ne veut pas dire que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde, ennui. Eh bien la phrase la plus triste à mon sens de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Oui, je vous avais prévenu. Hein. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple.
Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ce n'est pas vrai, ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Mais bon, les très très mauvais, hein, la collection Harlequin. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois, c'est normal. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Les métiers où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais livres de management. C'est-à-dire, en gros, dans les livres de management. Le philosophe Alain disait plus lucidement au début du XXe siècle, « Le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. » Ah oui, bien sûr. Quand quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première réaction, c'est pas de me dire « je ne sais pas, tiens, il doit travailler à la Maïf ». Peut-être, ou alors il est manager. Non, non, ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un inactif. De même, celui qui me dit « je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception. Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est par exemple un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, franchement, ça devient carrément délicieux. Un travail heureux, ce n'est pas un métier où on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Mais c'est peut-être un travail où l'on s'ennuie moins finalement que tel dimanche après-midi ou que tel milieu des vacances ou qu'on ne s'ennuiera peut-être pendant la retraite. Bref, il y a une chose qui donne tort à Platon, peut-être une seule, ou plusieurs, mais qui reviennent au même. Ce qui donne tort à Platon, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte pour aimer les couples quand ils sont heureux et pour n'être pas platonicien. Ce qui donne tort à Platon, c'est cet autre fait tout aussi incontestable, qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte pour aimer le travail quand il est heureux et pour n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. Comment peut-il être heureux? Ils vivent ensemble. Mais donc, ils ne se manquent plus. Donc, ils ne se désirent plus. Donc, ils ne s'aiment plus. Mais vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus, ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur ou c'est l'ennui. Et pourtant, nous savons d'expérience, et d'expérience directe, j'espère, pour beaucoup d'entre nous, nous savons d'expérience qu'il existe parfois des couples heureux. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer, on a besoin d'une deuxième théorie du désir et de l'amour, qui n'est plus celle de Platon, mais celle de Spinoza. Alors Spinoza, donc en Hollande, au XVIIe siècle, Spinoza serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci. Transformer un égal en différent de. Alors, il ne le dit pas comme ça. D'ailleurs, Spinoza ne parle pas de Platon quand il parle du désir et de l'amour. Mais si on veut reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit, puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Et donc, ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est, notamment la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon.
C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Qu'il est assez la vérité sur le désir sexuel, à savoir que le désir sexuel n'est pas de l'ordre du manque, comme le croyait Platon, mais bien de l'ordre de la puissance, comme le dit Spinoza. Ou plutôt non, les deux ont raison. Encore une fois, je n'en parlerai pas autrement, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que finalement, le manque sexuel, c'est ce qu'on appelle couramment la frustration. On a tous vécu ça à un moment ou l'autre de notre vie, mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait bien, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, qu'on appelle évidemment l'appétit. Appetitus en latin, c'est un grand concept spinoziste, Spinoza a écrit ses livres en latin, mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Quand vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « je te souhaite une bonne faim ». Je te souhaite de bien manquer de nourriture. D'ailleurs, tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Évidemment, non. Vous leur dites exactement l'inverse. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu l'âge, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit. Bienvenue chez Spinoza. La faim est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance. Et l'amour, alors? Si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit quelques 20 siècles plus tôt, de ce point de vue, Aristote est du même côté que Spinoza. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si à l'inverse, c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, si l'amour est joie, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas. Le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza va dire en substance la même chose qu'Aristote, dans une formule un peu plus compliquée. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit « de » finalement que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit un jour « Je suis joyeux à l'idée que tu existes », ou bien « Il y a une joie en moi », eh bien tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça, bien sûr, pour une déclaration d'amour. Vous aurez évidemment raison, ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup sont morts sans avoir entendu ça une seule fois dans leur vie. Donc, si ça vous arrive ce soir, dites merci à la Maïf Social Club. Mais surtout, vous aurez beaucoup de chance parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette exception de l'amour. Ça n'était qu'un exemple. Je vais revenir au travail et donc à nos moutons, si j'ose dire. Mais vous allez voir pourquoi ça m'éclaire. C'est que le désir est le même
enfin le même manque ou puissance au travail comme dans le couple. Mais un mot d'abord pour boucler cet exemple sur l'amour. Au fond, qu'est-ce qu'un couple malheureux? Un couple malheureux, c'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? Ce n'est pas un couple qui reste dans le manque pendant 30 ans, ils sont amoureux, ils sont mariés depuis 30 ans, ils sont amoureux comme au premier jour. Mais vous croyez que je vais croire ce tissu tannerie? Ça n'existe pas, il ne faut pas dire ça à vos enfants, vous leur mentez. Non, un couple heureux, c'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Alors, si vous préférez le manque, allez-y à fond. Moi, je préfère la joie. Ou pour le dire plus concrètement, peut-être avez-vous dit, messieurs, puisque ça se passe ordinairement dans ce sens-là, peut-être avez-vous dit à votre compagne, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, c'est vrai, donc tu étais bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, tu étais gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Mais vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez la plupart d'entre eux, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, faites-moi plaisir, messieurs, plutôt non, faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez plusieurs mois pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous lui faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie, et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. Et comme en tout homme, il y a un beauf qui sommeille, c'est pas dur, mesdames, vous partez 15 jours, 3 semaines s'il est un peu plus âgé, s'il est très jeune, 1 semaine suffira, il sera en manque. Est-ce que c'est ça le sommet de la vie amoureuse qu'on a envie de vivre? N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Et oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Mais bon, je ferme cette parenthèse, je reviens au travail, mais vous allez voir pourquoi j'ai besoin de cette classification, de cette problématique. La question du centre de travail, je disais, on peut la résumer concrètement en se posant la question, qu'est-ce qui fait courir les travailleurs? Autrement dit, après quoi courez-vous, les uns et les autres, du moins pour tous ceux ici qui travaillent? Qu'est-ce qui fait courir les travailleurs que vous êtes, que nous sommes? La réponse, le désir, bien sûr, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que vous courez après quelque chose qui vous manque? Auquel cas, vous courez chez Platon. Ce qui laisse entendre, pour ceux d'entre vous qui êtes salariés, que le management dans votre entreprise est un management plutôt platonicien. Ou bien est-ce que vous courez parce que vous avez plaisir à développer votre puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce que vous courez parce que la course vous met en joie? Est-ce que vous courez parce que vous aimez la course à pied? Auquel cas, vous courez chez Spinoza, ce qui laisse entendre que le management dans votre entreprise doit être au moins en partie spinoziste. Je dis au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Il y a toujours du manque. Oui, Platon a toujours raison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour tous les salariés qui sont ici, mais on pourrait dire les mêmes choses pour les professions libérales, indépendants et autres, mais bon, je pense qu'il y a une majorité de salariés. Pour tous les salariés qui sont ici, chaque matin des jours ouvrables, donc 4 ou 5 jours par semaine, vers 8h, 9h, 10h du mat, tous,
vous allez chez Platon courir après quelque chose qui vous manque. Quoi? Mais l'argent, bien sûr. Ben oui, c'est d'abord pour ça qu'on bosse dans l'ensemble. Voilà. Tous ici, chaque matin des jours ouvrables, vous allez chez Platon courir après l'argent qui manque. Et une partie d'entre vous qui viennent chez Platon courir après l'argent qui manque vont passer leur journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils s'emmerdent ou ils souffrent au boulot. Et c'est la vie quotidienne de millions de gens. Et puis il y a une autre partie parmi vous qui viennent aussi tous les matins chez Platon courir après l'argent qui manque. Mais eux, ils vont passer leur journée chez Spinoza. Ça ne veut pas dire qu'ils bosseraient bénévolement. Mais ça veut dire que puisqu'ils doivent bosser pour gagner leur vie, ils sont contents de faire ce métier-là dans cette entreprise-là. Ça veut dire qu'ils se réjouissent de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. Ça veut dire qu'ils aiment leur métier, qu'ils aiment leur travail. Pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi dans une boîte quand la majorité des salariés, tous si possible, qui encore une fois viennent tous le matin chez Platon courir après l'argent qui manque. Le management est réussi quand la plupart arrivent à monter de Platon en Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils se réjouissent de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. C'est la pierre de touche du management réussi, c'est-à-dire que le management est réussi quand les salariés aiment leur travail, quand les salariés sont heureux au boulot. Non pas aussi heureux qu'ils le seraient peut-être pendant les vacances ou s'ils étaient rentiers ou que sais-je, mais moi je dis au patron, le but, c'est pas de garder ceux de vos collaborateurs qui ont gagné 60 millions d'euros au loto. Hein. Votre but, c'est de garder ceux qui n'ont pas gagné au loto et d'arriver à les motiver dans la durée. Et là, vous comprenez que pour les motiver, mais aussi bien pour vous motiver vous-même, parce que l'action de la motivation, il faut d'abord se la poser à soi-même. Évidemment, l'argent qui manque, Platon, ne suffit pas. Pourquoi? Mais parce que me l'a expliqué un jour un autre chef d'entreprise, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable. Hein. Si votre patron arrête de vous payer, vous ne serez pas motivé, c'est clair, mais la question ne se posera plus. Vous n'irez plus bosser. Mais l'argent, me disait-il, ça n'a jamais motivé personne. Pourquoi? Parce que celui qui, par hypothèse, ne bosserait que pour l'argent. Enfin, l'argent, le fixe, le salaire, hein, ça peut être différent pour des primes ou des parts variables. Mais pour ce qui est du salaire, celui qui, par hypothèse, ne bosserait que pour le salaire, il n'a, par définition, aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Il va donc falloir trouver autre chose que le salaire, autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, pour permettre aux salariés d'aimer le métier, le travail qu'ils font. Non pas comme n'importe quel chômeur, on est capable d'aimer le travail qui manque. Hein. C'est facile d'avoir envie de bosser quand on est au chômage. Je ne dis pas que c'est gay, ni que c'est coupable, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux, qui n'aime pas le travail qui manque parce qu'il aime le travail qu'il fait. Voilà, trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Alors, ce quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Ah oui, il y a des entreprises où tel type de métier est plus facile à aimer que le même métier dans telle autre entreprise, parce que les conditions de travail sont meilleures, c'est très important. Quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. C'est pas tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management, de la part des managers. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale.
Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de s'épanouir soi-même davantage, de progresser soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans, et au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne, on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. C'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'appartenir à une équipe, voire de participer à une aventure exaltante ou intéressante selon les cas, etc., etc. Je dis toujours aux managers, ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs, ne comptez pas non plus seulement sur l'argent, pour les raisons que j'évoquais, créez des conditions telles, et essayez de créer des conditions telles qu'ils puissent en effet aimer leur travail. Ça veut dire que quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel, je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses. Mais ça veut dire que, je vais reprendre juste un peu en amont, quel est l'intérêt majeur de l'entreprise? Moi, je dis toujours aux chefs d'entreprise, l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est d'avoir les meilleurs salariés. Et il faut le leur dire parce qu'évidemment, ils n'ont pas davantage de temps à essayer à avoir les meilleurs clients. À force de fréquenter, parce qu'ils m'ont souvent invité pour faire des conférences, j'ai fini par comprendre, évidemment, enfin je le savais dès le départ, évidemment, tout chef d'entreprise accorde la plus grande importance aux désirs de ses clients. Il est prêt pour connaître ses désirs, pour les comprendre, pour essayer de les satisfaire, à dépenser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et bien sûr, ils ont raison. Sauf que ce qui m'inquiète parfois, voire souvent, c'est que j'ai le sentiment qu'un certain nombre de chefs d'entreprise accordent beaucoup moins d'importance aux désirs de leurs collaborateurs, de leurs salariés. Et dépensent pour connaître ces désirs, pour les comprendre, pour essayer de les satisfaire, beaucoup moins de temps, d'énergie, d'argent. Et ça, je leur dis toujours que c'est une erreur grave. Parce que, bien sûr, qu'une entreprise a besoin d'avoir et de garder les meilleurs clients possibles, mais elle n'a une chance d'y parvenir qu'à la condition d'avoir d'abord les meilleurs salariés possibles. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est à l'inverse, bien clairement, parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Bref, l'intérêt majeur d'une entreprise, je ne dis pas que tous les patrons l'ont compris, mais l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est d'avoir les meilleurs collaborateurs, les meilleurs salariés. Et comme les salariés ne viennent pas travailler par amour du travail, je vous renvoie au début de mon exposé, ni par devoir, par amour de la valeur morale du travail, de la valeur prétendument morale du travail, ni seulement pour l'argent. La seule façon sur la durée de garder et de motiver les meilleurs salariés, c'est de créer des conditions telles dans l'entreprise qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant dans cette entreprise qu'ils ne le seraient en travaillant dans une autre entreprise. Je ne dis pas qu'ils ne le seraient, ils avaient gagné au loto, arrêtez de rêver, mais qu'ils ne le seraient dans une autre entreprise. Et donc, ça veut dire que l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est d'avoir les meilleurs salariés, donc de faire en sorte que les salariés soient heureux dans cette entreprise. Et c'est pourquoi je cheminerai par là, et c'est le discours que je retiens toujours, pour un chef d'entreprise, pour un manager plus généralement. Se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel. A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un supplément d'âme. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est le cœur de leur métier. Parce que l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est d'avoir les meilleurs salariés, de les motiver, et on n'y parviendra que s'ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux dans cette entreprise qu'ils ne le seraient dans une autre. C'est un enjeu pour l'entreprise, disons pour conclure, c'est un enjeu pour la société. Parce que un pays où les salariés iraient tous au boulot, le couteau sous la gorge en disant « je vais encore m'emmerder toute la journée » ou « je vais souffrir toute la journée », est une société qui serait mal partie. Il ne faut pas lancer le tableau, ce n'est pas le cas. Je m'en avais par là, je me souviens d'un sondage qui était paru dans le quotidien La Croix, je crois que c'était il y a 2 étés.
La question qu'on posait aux Français était en gros la suivante: êtes-vous content de partir bosser le matin? Bonne nouvelle, 76% des Français répondaient oui à cette question. Il ne faut pas noircir trop le tableau. 76% répondaient oui. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondaient oui à cette même question. Ben oui, il y a des métiers plus faciles à aimer que d'autres. Bien voilà, un dernier mot pour les managers. Les salariés ont d'autant plus besoin de management que le métier qu'ils font est le plus ingrat. Et donc, ceux qui ont levé la main, qui continueront à bosser, même sans être payés, je les félicite. Enfin, je ne les félicite pas, non, mais je les envie. Je leur dis, c'est bien, vous avez beaucoup de chance, mais les autres ont vraiment besoin de management. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on a en principe, j'ai respecté le timing scrupuleusement, donc il nous reste en principe un quart d'heure d'échange, de débat. Alors il est important que vous ne parliez que devant le micro. On pourrait s'entendre sans micro, mais c'est enregistré pour être diffusé sur Internet, et donc s'il n'y a pas de micro, on ne vous entendra pas de l'autre côté de l'écran, si j'ose dire. Monsieur demande la parole, madame, enfin, commençons par la dame, voilà. Moi j'ai une question concernant les métiers de la santé. Donc des métiers qui fatiguent ceux qui les pratiquent. Donc est-ce que Spinoza, vous êtes sûr, suffit à motiver les personnes qui s'occupent des urgences? Spinoza ne suffit jamais. C'est ce qu'on appelle le salariat. Hein. On travaille pour de l'argent. Et avant, on appelait ça l'esclavage. Les gens ne travaillaient pas pour le plaisir, ils travaillaient sous la contrainte. On était toujours chez Platon. Donc ne rêvez pas des comptes de travail où ça va devenir tellement super, on va s'éclater au boulot. La question de l'argent ne se posera plus. Non, non, les infirmières, les médecins viennent d'abord bosser pour gagner leur vie. C'est d'abord, pas à 18 ans quand elle est entrée dans l'école d'infirmière. Hein, c'était une vocation, on va soigner les gens. Mais au bout de 2-3 ans de boulot, on se dit, putain, qu'est-ce que c'est crevant et qu'est-ce que je suis mal payé. C'est ça la vérité du monde du travail et pas seulement dans le monde de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir, et pas seulement pour les managers, mais pour l'équipe hospitalière en général. Qu'est-ce qui peut faire qu'une infirmière, après 15 ans de boulot, ait encore du plaisir à venir bosser? Alors, est-ce que c'est possible? J'espère que ça l'est, sinon ça veut dire qu'il y a un échec managérial complet dans telle ou telle entreprise de santé, tel ou tel hôpital, ou que sais-je. Mais c'est très difficile. Moi, j'étais invité, il y a 6 mois, dans une chaîne qui possède des EHPAD. Voilà, je vais vous dire, les salariés dans les EHPAD, ils sont très démotivés. C'est un boulot très difficile, très ingrat, très répétitif, très mal payé. Le turnover est effrayant. Hein, les gens ils partent au bout de 15 jours, etc. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Mais si on veut que les gens soient motivés dans les EHPAD, la seule chose à faire, alors c'est pas simple, mais c'est d'arriver à en faire qu'ils puissent se réjouir de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Oui, est-ce que c'est possible? Je le crois. Est-ce que c'est facile? Non. Ils sont en burn-out, donc il y a quand même un gros fossé entre le plaisir... Oui, mais moi, je ne suis pas là pour les problèmes de burn-out. Allez voir le médecin, parlez-en à votre syndicat, exigez une réduction des cadences, que sais-je. Si vous croyez que la philosophie va résoudre les problèmes de la santé, mais aussi bien de la métallurgie ou de la pédagogie, hein, pour me dire aussi bien, mais quand on tombe sur des classes où les élèves sont insupportables, est-ce que cela suffit? Non. Non, mais d'ailleurs, je veux dire, la philosophie ne suffit jamais. Ce n'est pas un remède miracle. Moi, j'essaie d'expliquer à peu près les choses. Vous êtes en train de me dire, avec le burn-out, on ne peut pas se réjouir de faire ce métier-là. Voilà, auquel cas, c'est foutu. C'est un échec. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que pour manager des gens en burn-out, ça ne va pas suffire, ça. Non, mais il faut les mettre en congé maladie. Le burn-out est une maladie. Mettez-les en congé maladie. Vous direz, on n'a pas les moyens. C'est pas un problème de philosophie. Parlez-en à votre directeur financier, parlez-en au DRH, parlez-en au patron. Mais ne comptez pas sur la philosophie pour faire en sorte que des gens qui font un boulot très difficile, dans des conditions très difficiles, et qui souvent sont très mal payés, soient heureux au boulot. C'est impossible, c'est impossible. Et donc la philosophie est là pour dire la vérité. Et bien de même qu'il est parfaitement mensonger de dire que les gens sont aussi amoureux après 30 ans de mariage qu'au premier jour, c'est du mensonge, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai. Eh bien, ceux qui croient qu'on peut être heureux en faisant un boulot tellement difficile, avec de telles cadences et en étant en plein burn-out, ce n'est pas vrai non plus.
Et la philosophie n'est pas là pour ajouter du mensonge au mensonge. Le premier geste philosophique, c'est de dire la vérité. Donc il faut leur dire qu'ils seront malheureux au travail et qu'ils changent de métier. Non, non, il faut leur dire, vous êtes un burn-out, prenez un congé maladie. Le burn-out est une maladie. Il faut les arrêter. Vous n'allez pas leur dire, écoute, tu es en burn-out, lis un peu Spinoza. Il ne faut quand même pas se foutre de la gueule des gens. Non, mais alors vous arrêtez 90% des urgentistes, par exemple. Mais si on arrête 90% des urgentistes, il faudra bien qu'on trouve une solution. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il vaut beaucoup mieux bosser aux urgences que dans un EHPAD. Et que d'ailleurs, le problème de turnover est bien plus grave dans les EHPAD qu'aux urgences. Parce que ce n'est pas les urgentistes les plus à plaindre. Oui, monsieur. Alors, le micro, il faut que ça circule. Alors, moi, j'ai eu de la chance, et une grande malchance, c'est que on m'a appris quand j'étais petite, justement, qu'il fallait faire ce qu'on a envie de faire comme métier. Voilà. Ce qui était important, c'était justement... Voilà. Donc, j'ai fait un métier que j'aime. Donc, j'étais heureuse pendant 15 ans. Donc, je travaillais beaucoup. Et j'ai fait un burn-out en septembre, alors que j'avais l'impression de travailler pour des gens, d'être équilibré. Et en plus, on peut parler d'amour aussi, parce que c'est pareil. Hein. Le premier jour, j'étais amoureuse, justement. Mais non, même pas amoureuse, parce que j'aime pas être amoureuse. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est lui, je l'aime. Bon, au bout de 7 ans, j'avais envie de le larguer, j'avais envie de lui taper la tête contre les murs. Ça n'empêche que j'ai demandé en mariage, là. Et que je me marie dans un mois. Bon, c'est pas grave, tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est juste que je ne comprends pas cette société qui, d'un côté, a une société déshumanisée avec... c'est quoi? C'est les risques psychosociaux. J'ai mis en page des trucs de risques psychosociaux. J'ai mis en page de l'actionnariat salarié parce que, voilà, c'est une façon de fonctionner. Et donc, je pensais que j'étais heureuse de tout ça, là. Sauf que je ne comprends pas qui est responsable, dans ce cas-là, d'avoir d'un côté des bénévoles qui aident les autres, mais à but non lucratif, et d'un côté des sociétés qui donnent l'impression qu'on travaille pour des humains, alors qu'on travaille pour un truc déshumanisé. Parce qu'il y a une chaîne, là, le management, justement. J'ai ma cliente historique, avec qui je travaille depuis 15 ans, qui vient de se faire dégager, avec une lettre, vraiment, enfin, on a l'impression que c'est un prof qui a dit « Ah, c'est pas bien ce que tu fais ». Alors qu'elle va fêter ses 60 ans, là, cet été. Et donc, moi, comme j'ai fait un burn-out, effectivement, en septembre, que je n'avais plus envie de rien, mais vraiment, là, l'ennui, j'étais là-dedans. Et je comprenais pas, quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais comment ça se fait? J'aime mon travail, et là, j'ai envie de rien. Donc, j'en suis sortie. Hein. Voilà, j'en suis sortie. Mais le truc, juste, c'est que le management, on n'a pas parlé du management par la peur, par la pression, et que tout le monde se déresponsabilise de ce problème, parce que quand ça arrive, on a l'impression que ça arrive d'en haut, il y a quelqu'un qui met une pression sur un N-1, -2, -3, jusqu'à... C'est la chaîne des pressions qui fait la dépression. Et donc, quand ma cliente m'a dit genre, ah, mais je suis stressée, je peux plus travailler comme moi. Mon cher médecin m'a dit, mais arrêtez-vous. J'ai fait, non, ça me stresse de m'arrêter. Bon, il a fait, bah, justement, raison de plus, arrêtez-vous une semaine. Et là, j'ai vu qu'en fait, j'avais le droit de m'arrêter. Que quand on dit que personne n'est irremplaçable, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est le management. Ce problème-là, le management par la peur. C'est qui ça, comme philosophe? Et c'est qui le responsable de ça? Pardon, merci. Vous savez ce que dit Spinoza? Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Ça veut dire que le management à la peur, c'est le management à l'espoir. La carotte, le bâton. Alors, c'était une autre... Enfin, mais il faut que... on va aller au fond. Le désir est l'essence même de l'homme, oui. Mais il y a 3 formes principales de désir. L'espoir,
la volonté, l'amour. Voilà. Dans les trois cas, il y a désir, mais ce n'est pas le même type de désir. Quelle différence y a-t-il entre l'espoir et la volonté? La différence est la suivante, c'est que l'espoir, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de moi, comme disaient les anciens stoïciens. Par différence avec la volonté, qui est un désir dont la satisfaction dépend de moi. Vous ne pouvez pas dire « je veux qu'il fasse beau le week-end prochain ». Vous pouvez prononcer la phrase, mais elle est idiote, ça ne dépend pas de vous. Hein, si votre gamin de 8 ans vous dit « dimanche, j'ai un match de foot, je veux qu'il fasse beau », en toute rigueur, il faudrait lui dire bah, « je comprends bien, tu l'espères très fort, mais tu ne peux pas le vouloir, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas une volonté, c'est une espérance. » Et son grand frère qui a 17 ans, qui vient d'entrer en terminale, vous dit « ah, à la fin de l'année, j'ai le bac, j'espère bien travailler. » Oh là, mon grand, tu me fais peur. Parce que là, il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit de vouloir. Ça dépend de toi. Eh bien, le management à la peur est un management qui a l'espoir et à la crainte. Les deux vont ensemble. Hein. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Ça veut dire que c'est un management qui infantilise les salariés. Le nouveau-né, dans son berceau, dans les bras de sa mère, ne peut rien vouloir. Rien. Rien ne dépend de lui. Il ne peut qu'espérer, pourvu que maman revienne. Et donc avoir peur, pourvu que maman ne s'en aille pas. Je dis toujours aux managers, si vous managez à l'espoir, à la crainte, à la carotte et au bâton, vous infantilisez vos collaborateurs. Le bon management, pour moi, c'est celui qui aide les collaborateurs à grandir. Faites, je dis aux managers, faites à vos collaborateurs le beau cadeau de leur permettre de vouloir. Donc de désirer des choses qui dépendent d'eux. Mais ça suppose que tout ne dépend plus du manager. C'est ce qu'on appelle l'empowerment en anglais. Pour donner le pouvoir aux autres, il faut accepter d'en perdre un peu. Et donc, vous me dites qu'il y a des managements harcelants, ou je ne sais plus quel mot utiliser, mais oui, je sais bien que ça existe. Moi, je plaide pour un management humaniste. Quand j'évoquais les ingénieurs, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est un être de désir. L'espoir et la crainte, c'est du désir, mais c'est du désir qui infantilise. Et on va passer 40 ans de ces professionnels à se dire qu'est-ce que je serais heureux quand j'aurai eu cette prime, cette augmentation, cette promotion. On attend toujours le bonheur pour demain, et donc on ne le vit jamais aujourd'hui. Quelle différence maintenant y a-t-il entre l'espoir et l'amour? Dans les deux cas, il y a du désir, mais ce n'est pas le même. Mais la différence n'est pas non plus la même. La différence, c'est que l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas. Par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est, EST. On espère que l'irréel, on n'aime que le réel. Et vous comprenez qu'il y a bien plus de bonheur possible pour les salariés, d'épanouissement possible, dans le fait de désirer ce qui est, c'est-à-dire d'aimer, par exemple leur métier, plutôt que dans le fait de désirer ce qui n'est pas, c'est-à-dire d'espérer, et donc il n'y a pas d'espoir sans crainte, d'avoir peur. Et donc il s'agit, alors je dis pas, vous savez, il y a une formule de Sénèque que j'ai souvent citée, Sénèque écrivait, donc le stoïcien Sénèque, dans l'Antiquité, écrivait à l'un de ses correspondants, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. C'est une belle formule. Mais moi je suis moins sévère que ça, je ne vous dis pas désapprenez à espérer, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la peur. Je dis ne vous contentez pas de l'espoir et de la crainte. Augmentez en vous la part de volonté, la part d'action, parce que vouloir, c'est agir, ou ce n'est pas vouloir, et la part d'amour. Et au fond, c'est les deux grandes sagesses de l'Occident. Sagesse de la volonté, c'est l'esprit du stoïcisme. Sagesse de l'amour, c'est l'esprit d'Épicure, de Spinoza. Aussi bien, c'est l'esprit des évangiles. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, d'évidence, c'est les deux. Je dis toujours qu'au fond, avancer sur le chemin de la vie professionnelle ou privée, c'est toujours espérer un peu moins, donc craindre un peu moins, agir et aimer un peu plus. Alors vous allez me dire, oui, les managers, ils n'ont pas tous compris ça. Ben, je sais bien, c'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Et puis après, il y a les conditions de travail, il y a la pression de la concurrence. Enfin, il y a mille choses qui expliquent ça. Oui. Ne croyez pas, cela dit, que c'était mieux avant, et surtout pas dans le monde du travail. Si vous voulez, il y a des tas de documents écrits sur la vie des ouvriers, même pas au 19e. Mais lisez Simone Veil, la philosophe, sur ses témoignages. Elle était ouvrière dans les années 20-30. C'était atroce, si vous voulez. Et donc, les conditions de travail ont fait de formidables progrès. Alors, c'est vrai que les nouvelles technologies, Internet, etc., font une pression supplémentaire qui pousse un peu au burn-out, y compris des gens qui aiment leur métier. Ben, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas trop travailler. Il faut faire son boulot, si possible un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré, mais moi, je suis toujours un peu inquiet quand je vois les gens jouer toute leur vie sur leur travail, parce que je crois que l'essentiel d'évidence se joue ailleurs, en vérité. Alors, je ne sais pas, passer le micro, tenez, je vous laisse choisir.
Bien, bonsoir. J'ai une question qui est un peu plus courte que la précédente et je ne vais pas annoncer que je me marie le mois prochain puisque je suis venu avec ma femme, ce qui est absolument une inconscience terrible à vos conférences. Non, j'avais une question qui est peut-être un hors-sujet, auquel cas vous pourrez ne pas y répondre. Qu'est-ce que vous pensez finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour que pour les Français, la situation française soit plus joyeuse d'être français, de vivre en société, alors qu'on est quand même un pays où il y a quand même un désamour et un mécontentement assez généralisé. Oui, c'est hors sujet. Et puis là, il faudrait beaucoup trop longtemps pour y répondre, mais je dirais simplement, pour rester un peu dans le même registre, ne vous contentez pas d'espérer et de craindre. Agissez, faites ce qui dépend de vous. Il faut agir. Et donc, tous ceux ici qui sont apolitiques, à mon avis, ils sont dans l'erreur, ils se trompent, ils ont tort. Voilà, c'est idiot, c'est de la faiblesse, c'est de l'impuissance. Et puis apprenez à aimer. Et donc tous ceux ici qui vivent dans la haine, qui ont le sentiment que tous les meilleurs du monde tiennent à quelques salauds qu'ils ont désignés, alors les juifs, les noirs, les patrons, les politiques, Macron, qui vous voudrez, je leur dis non, c'est pas bien. Il ne s'agit pas de rajouter de la haine à la haine, de la colère à la colère. Il faut, comme le dit Spinoza, opposer l'amour à la haine. Et donc si les Français s'aimaient un peu plus eux-mêmes, y compris leurs compatriotes, et surtout agissaient un peu plus, je pense que ce pays irait mieux. Voilà, mais encore, il n'y a pas de miracle, mais voilà, plus d'action, moins de haine. Voilà ce que je souhaite pour notre pays. Vous dites que la motivation pour aller travailler, c'est l'argent. Il y a quand même des gens qui font du bénévolat. Oui, alors ça c'est très dur pour les managers. Oui, non, parce que je veux dire, les managers. Qu'on a de soi qui nous motive. L'idée. Oui, non, mais sauf que ce que je veux dire, c'est que les managers qui travaillent dans le monde du bénévolat font un métier encore plus difficile que les managers qui travaillent dans le monde du salariat. Parce qu'ils ont un outil de motivation en moins. Et donc, ils ont aucune chance en plus, mais ils ont un outil de motivation en moins. Alors, la chance qu'ils ont en plus au début, c'est pas la vocation, mais la motivation, l'humanisme. Bon, ça dure combien de temps, la motivation humaniste, si les conditions de travail sont pas bonnes, si l'ambiance est délétère, si tout le monde s'emmerde au boulot, ça durera pas. Vous voyez. Mais je n'ai pas dit que c'est l'argent qui motivait. J'ai même dit exactement le contraire. J'ai dit c'est l'argent qui fait qu'on arrive au boulot. Mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. Ça rend motivable. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, dans le monde du bénévolat, il n'y a pas d'argent pour rendre motivable. Il y a éventuellement de bonnes raisons morales, humaines, humanitaires, que sais-je. Mais la question du management se pose aussi dans le monde du bénévolat. Mais encore une fois, de façon plus difficile. Je parlais avec un des dirigeants de Médecins sans frontières. Il me dit, pour nous, le pire, c'est le quadragénaire qui vient de divorcer. Il a une grande crise existentielle, il te dit, il faut que je trouve un sens dans ma vie, tiens, de faire de l'humanitaire. Ceux-là, ils me disent, on les fuit autant qu'on peut. Et ceux qu'on accepte quand même, il faudra quand même les manager, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient contents de faire ce boulot-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Voilà donc l'argent le plus... Enfin, on pourrait faire le compte ici, je pense que les bénévoles sont mis... Enfin, on peut faire du bénévolat par ailleurs, mais presque tous, nous avons un métier pour gagner notre vie, et c'est très bien comme ça. Mais l'argent n'a jamais suffi à faire que nous aimions notre métier. C'est ça la différence. Non. Et donc, effectivement, l'argent rend motivable, mais n'a jamais suffi à motiver personne. Peut-être une dernière question. Allez-y, vous avez le micro. Bonsoir. Je voulais savoir, moi qui suis né dans le travail, j'ai bien dit né dans le travail, et j'aime ce que je fais. Tous les jours, quand je me lève le matin, j'ai envie d'y aller, et j'aime mon travail pour mes clients et pour d'autres choses. Et simplement, je voudrais dire aux gens qui sont ici autour, il y a des moments quelquefois qui peuvent être difficiles, mais qu'il faut savoir surmonter en pensant aux bonnes choses qui peuvent arriver après. Eh bien, j'enregistre votre témoignage. Là, je n'ai pas de commentaires à faire. Allez, une dernière, parce que ce n'est pas une question, encore une question. Bonsoir. Il y a quelque chose qui m'a un peu troublé, c'est que durant tout votre talk, vous n'avez pas utilisé le mot passion. Or, ça me paraît quand même important. Et du coup, ça me donne vraiment l'impression que vous parlez comme si... Enfin, qu'on ne parle en fait que des employés qui ne sont pas passionnés. Tous les autres, on les a oubliés. Donc, c'est les gens qui travaillent pour gagner de l'argent et ils font ça
contre eux-mêmes et c'est très difficile. Et du coup, s'ils n'avaient pas besoin de travailler, tout cela arrêterait. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez du revenu universel? Ça n'a rien à voir avec ce que votre commentaire. Hein. Oui. Alors, je réponds à votre intervention liminaire qui était dans le sujet, le revenu universel n'étant pas dans le sujet. Enfin, je vais répondre, je commence par ça. Je suis plutôt pour, sans en attendre de miracle, en 2 mots. La seule vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de le financer. Moi, je ne suis pas économiste, c'est pas moi qui vais répondre. Mais je n'ai pas d'objection morale au revenu universel, je dirais même au contraire. Voilà. Alors, sur le fond, vous dites, je n'ai pas prononcé le mot de passion. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, il y a 20 000 mots dans la langue française, il y en a 18 000 que je n'ai pas prononcés, mais j'ai dit qu'il y avait travail et travail, hein, c'était Galbraith. Il y a des métiers tellement intéressants, tellement passionnants, et je veux dire, qu'on les ferait même bénévolement. Et on utilise le même mot de travail pour des métiers tellement fatigants, tellement ennuyeux, tellement fastidieux ou tellement harassants, qu'on ne les fait que parce qu'on est bien obligé pour gagner sa vie. Et j'avais dit, moi je vais parler de ces deuxièmes métiers. Parce que ceux qui font un métier passionnant, génial, qu'ils adorent, mais ils n'ont pas besoin d'être managés, ils n'ont pas besoin de moi. Oui. Mais simplement, ce genre de propos, je l'ai entendu 10 000 fois dans la bouche des chefs d'entreprise, qui font un métier effectivement souvent passionnant, parfois très rémunérateur, qui adorent leur métier, d'autant plus que leur boîte porte leur nom. Et donc il y a toutes les gratifications financières narcissiques. Oui. Je vous raconte une anecdote. Tu vois, c'est une conférence dans le nord de la France, près de Lille, pour le groupe Oxylan. Le groupe Oxylan, c'est le groupe qui possède entre autres Decathlon. J'avais devant moi les 300 principaux cadres du groupe Decathlon et je leur ai demandé lequel d'entre vous continuerait à travailler pour le groupe Oxylan si vous aviez gagné 60 millions d'euros au loto européen. Ils étaient 300. C'était les 4 dirigeants. Hein. Ils étaient 300. Il y en a un qui a levé la main. Un seul. C'était Michel Leclerc, patron propriétaire du groupe Oxylan et Decathlon. Et je lui ai dit, mais ça, monsieur, je comprends bien. D'abord, lui, il y a belle lurette qu'il a gagné beaucoup plus que 60 millions d'euros le européen. Il possède à lui seul, 80% de Decathlon. Les connaisseurs apprécieront. Mais surtout, je lui ai dit, il en était d'accord d'ailleurs. Des 300 personnes qui sont ici, c'est sans doute vous qui faites le métier, bien sûr, le plus rémunérateur, mais sans doute le plus passionnant, le plus créatif, le plus gratifiant. Mais vous ne pouvez pas demander à la femme qui est caissière dans un magasin Decathlon de la banlieue de Lille d'aimer aussi passionnément son métier que vous aimez le vôtre. Et donc, moi, quand les patrons me parlent de passion, je leur dis c'est du pipeau. J'étais prof pendant 24 ans. Alors, la passion pédagogique dans la salle des profs, il ne faut pas faire semblant. Je sais ce que c'est. Hein, quand ça sonne la récréation, qu'on essaye de grignoter 2 minutes parce qu'on a les boules de retrouver sa classe. On fait son métier. Encore une fois, je le faisais bien. J'aimais plutôt ce métier. J'ai arrêté dès que j'ai pu. Ma passion à moi, c'était d'écrire. C'était pas de corriger des copies et de faire des cours. Qui est passionné par son boulot de conducteur de poids lourd, 60 heures par semaine, technicien de surface, infirmière ou femme qui s'occupe, j'ai plus le nom de la bouche, qui s'occupe des malades sans être infirmière. Ceux qui travaillent dans les EHPAD, les ouvriers à la chaîne, celles qui tiennent les caisses dans les grandes surfaces, les représentants qui vont vendre des abonnements à des revues, celui qui aimerait passionnément ces métiers-là, mais je m'inquiéterais pour son équilibre mental. D'ailleurs, si on les paie, c'est justement parce qu'on sait bien qu'ils n'ont pas envie de le faire. Donc je ne dis pas que la passion n'existe pas, mais je dis que les patrons qui prétendent que leurs collaborateurs aiment passionnément leur métier comme eux aiment le leur, ils n'ont rien compris à la différence entre leur métier et celui de leurs collaborateurs. Et puis surtout, je dis, quand on aime passionnément son métier, à la limite, on n'a pas besoin d'être managé, pas besoin d'être cadré, contrôlé, mais pas managé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 90% de la population laborieuse en France qui travaillent pour la meilleure des raisons, pour gagner leur vie et pour élever leurs gosses. Ça me touche beaucoup plus et ça m'importe bien davantage que les 5 ou 10% qui font semblant d'aimer passionnément leur métier, et y compris les 2 ou 3% qui l'aiment en effet passionnément. Souvent pour d'obscures raisons. Parce que aimer passionnément vendre, moi je veux bien, mais je trouve ça c'est curieux en vérité.
Aimer passionnément le pouvoir quand on est manager, je veux bien, mais c'est curieux. Oui. Aimer passionnément son boulot de prof. Moi, une amie psychiatre me disait, quand j'étais jeune prof, c'est quand même curieux, ces gens qui, dans toute leur vie, auront fait les 20 mètres qui séparent le fond de la classe du bureau. Oui. C'est-à-dire, je force le trait. Oui, je force le trait. Mais j'en ai un peu marre du discours managérial sur la passion qui est totalement déphasé avec ce que disent les salariés. Dernier mot qui me servira de conclusion. Une fois, j'étais invité par le CJD, donc c'est le club, le syndicat des jeunes patrons jusqu'à 40 ans. Donc, ils sont un peu plus ouverts qu'au MEDEF. J'en ai même vu quelques-uns qui étaient de gauche. Ils m'invitaient sur le thème du sens du travail. Bon. Avec Nicole Notin et Eric Orsena. Et alors, le titre qu'ils avaient mis, c'était une formule de Confucius, qui était exactement la suivante. Confucius, dans son immense sagesse, a écrit « Fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. » Et nos jeunes patrons disaient, ils étaient contents. Fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. J'ai pris la parole quand ça a été mon tour, je leur ai dit, mais vous vous foutez de qui? Le type qui s'emmerde à conduire vos poids lourds pendant 60 heures par semaine? La caissière, le technicien de surface, le vendeur, que sais-je? Vous allez dire quoi? Ben écoute, c'est con, tu aurais dû faire un métier que tu aimes, comme moi, et tu ne travaillerais pas un seul jour de ta vie. C'est se foutre de la gueule des travailleurs. Encore une fois, travailler pour de l'argent, c'est pas mal. C'est la meilleure raison de travailler. Les gens travaillent d'abord pour gagner leur vie et pour élever leurs gosses. Ils travaillent donc bien par amour, oui, mais pas par amour du travail. Par amour de leurs enfants, ou sinon pas d'enfants, par amour d'eux-mêmes. C'est ça la vérité anthropologique. Un peu de passion ne fait pas de mal, pour tel ou tel ça peut suffire, mais moi encore une fois je ne m'intéresse pas aux 5% de passionnés, je m'intéresse aux 95% d'autres. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée.